c'est un gros coup de projecteur sur un livre. C'est comme tout simplement quelque chose qui les met en avant. Et le fait que Boussole se retrouve avec le bandeau rouge du Goncourt, c'est bien sûr transformer le destin du livre. C'est-à-dire que on sait qu'il va être lu par des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes. Ça a un côté impressionnant, ça, pour un auteur. Oui, alors impressionnant. Ce qui est impressionnant, c'est de voir à quel point finalement le destin de ces étranges objets que sont les livres dépend plus de nous à la fin. C'est-à-dire qu'on écrit. J'ai écrit ce livre dans la solitude et l'enfermement pendant plusieurs années. Et là, c'est lui qui va avoir son destin à lui, qu'il a déjà depuis quelques mois. Et j'ai l'impression qu'il s'éloigne de plus en plus de moi Vous pour l'observez. aller dans... Oui, exactement, je l'observe de loin vers son chemin. Tout change la vie, en fait. La vie change tout le temps. C'est pour ça que c'est la vie. C'est que justement, il y a des transformations pour un bien ou pour un mal. Aujourd'hui, c'est une transformation de la vie extraordinairement positive, puisque c'est une grande reconnaissance qui va en tout cas transformer la vie du livre d'abord, et ensuite sans doute peut-être un peu la mienne. Mais c'est sûr que, en tout cas pour la vie du livre, c'est un événement considérable. Alors Boussole est impossible à résumer en quelques mots, si ce n'est qu'on parle beaucoup d'orientalisme, on parle aussi d'une histoire d'amour, on parle de musicologie. Ça a commencé par où? La porte d'entrée pour vous, elle était où? Sans doute dans cet orientalisme qui vous fascine depuis toujours. La porte d'entrée, c'est Vienne, tout simplement. Le roman commence à Vienne, se déroule entièrement à Vienne, dans la chambre de Franz Ritter, ce musicologue orientaliste insomniaque qui va nous raconter un conte, une histoire toute la nuit. Et donc pour moi, ce livre commence à Vienne, Vienne, Autriche, Vienne, porte de l'Orient, comme on disait autrefois. Le début de cette zone frontière, un peu beaucoup de gens en l'apprennent, Europe. ça. Beaucoup de gens l'apprennent que Vienne est véritablement la porte de l'Orient. Alors, est-ce qu'elle est la porte de l'Orient? En tout cas, elle l'était. Ce sont les mots d'un Autrichien qui parle en 1917, Hugo von Hofmannsthal, qui appelle Vienne Porta Orientis, la porte de l'Orient. Mais finalement, Vienne a été longtemps la capitale des Balkans. Les Balkans sont une zone très mixte, justement, entre l'Est et l'Ouest, une zone de mélange entre l'islam et la chrétienté, une zone qui a longtemps été aux mains des Ottomans. Et Vienne est un peu le début de cette zone frontière. C'est-à-dire que les premières mosquées européennes du XVIIIe ou du XVIIe siècle se trouvent dans les Balkans. Et donc c'est par Vienne que commence ce voyage. Et Vienne c'est aussi la limite de l'avancée turque, de l'avancée ottomane. Et Vienne, c'est aussi une des capitales de la musique européenne. Bref, ce roman se déroule vraiment à Vienne. Et là, pour moi, c'était vraiment Vienne, la porte de l'Orient, mais c'est aussi la porte d'entrée dans mon livre, parce que c'est au confluent, justement, de cette question de l'Orient et de celle de la musique. Alors, on ira jusqu'à Téhéran, comme ça. On va passera par Istanbul, dans des même au-delà. bordels. On va rencontrer des personnages complètement fous, des diplomates qui sortent un petit peu des clous de la diplomatie, on va dire. Pourquoi? Parce que l'Orient a brûlé depuis la fin du 19e, cet Orient fantasmé, a brûlé les gens qui s'y sont frottés. Non, pas tous, mais effectivement, il y a des exemples assez fréquents de gens qui, tout simplement, qui ont brûlé, vous dites-vous, à mon avis, dans plusieurs aspects. C'est-à-dire que d'abord, l'Orient peut être une quête mystique. Il y a des gens qui rencontrent l'absolu, qui cherchent l'illumination mystique en Orient, que ce soit dans l'islam, dans le bouddhisme ou dans le désert, tout simplement, dans l'absolu dépouillement qu'est le désert. Et il y en a qui y parviennent et il y en a qui s'y perdent en chemin. Et puis il y a des gens tout simplement qui, comme tous les voyageurs, comme on peut avoir cette sensation-là en voyageant soi-même, se perdent un peu et laissent leur être quelque part par là dans ce long voyage entre Istanbul et l'Extrême-Orient. Avec les femmes, avec l'opium aussi. Les femmes, l'opium, comme je disais, la mystique, la littérature, la poésie, toutes les ivresses possibles en fait. Et puis il y a cette Syrie que vous connaissez bien, vous y avez vécu quelques années. Syrie qui est évidemment aujourd'hui dans un état épouvantable qui doit vous attrister au plus haut point, j'imagine. Quel lien on peut faire entre le livre et cette actualité? Elle est un peu présente dans le livre, cette terrible et triste actualité syrienne, mais en arrière-plan, un peu comme un décor de loin. Elle est là, évidemment. Moi, c'est quelque chose qui me touche personnellement de très près, parce que j'ai vécu en Syrie. J'ai de très nombreux amis syriens, donc c'est vraiment quelque chose. Il y a notamment des scènes dans les ruines de Palmyre. Voilà, il y a des scènes dans le livre qui sont à Palmyre. Une grande partie du livre se passe en Syrie. Et donc pour moi, c'est vraiment une désolation quotidienne que de voir tout ce qui se passe
ce qui se passe en Syrie et ce qui se passe pour les Syriens de manière générale. Mais ça, dans le livre, effectivement, ça le conditionne et ça provoque une espèce de tristesse un peu mélancolique qu'il parcourt, mais c'est pas réellement l'objet du livre. Mais ça rappelle aussi que ce passé antique n'appartient pas aux djihadistes d'aujourd'hui, certainement pas, et que c'est presque un passé commun aussi avec nous occidentaux. Vous bougez les frontières, c'est ça la notion de frontière dans ce livre est prépondérante. Vous savez, Palmyre, était une ville de l'Empire romain qui se construit sur un substrat de la période hellénistique, c'est-à-dire plutôt grec, et donc en ce sens, elle appartient à tous les citoyens de l'Empire romain, et on sait que depuis l'édit de Caracalla, les Syriens étaient citoyens de l'Empire romain de la même façon que les gens de Rome ou les Italiens. Donc nous sommes tous finalement les descendants de ces ruines de Palmyre qui montrent bien le mélange, justement, le croisement entre influence arabe, substrat grec, influence romaine et même persane. Et donc on est vraiment à un carrefour, et donc Palmyre appartient à tous et à personne.